bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 6e nouvelle analyse de pay-per-view et aujourd'hui, on va s'attaquer à SummerSlam 2017. Concernant le pay-per-view, SummerSlam s'est déroulé dans la nuit du 20 au 21 août 2017 au Barclays Center de Brooklyn, New York et il y avait environ 16 000 spectateurs dans l'arène. Au passage, je vous conseille fortement d'écouter cette vidéo en audio, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de regarder les images, car je vais juste afficher le temps du match et ma note. Du coup, vous pouvez faire autre chose en même temps, du style jouer à WWE Supercard par exemple. Et dans cette vidéo, je ne vais pas analyser les matchs du pré-show, parce que sinon ça ferait beaucoup trop de matchs à analyser, déjà que la carte principale est quand même assez remplie. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite avec le premier match. Donc le premier match de ce pay-per-view opposait John Cena à Baron Corbin. J'ai pas énormément de choses à dire sur ce match. Voilà, c'est un opener assez moyen. J'ai trouvé que le match était quand même assez lent. Quelques bons spots, par exemple le chokeslam retourné en backbreaker de John Cena. Même si John Cena c'est quand même assez mal réceptionné dessus. Voilà, j'ai envie de dire Baron Corbin c'est la descente aux enfers pour lui. Victoire de John Cena, voilà, Baron Corbin a raté son cash, il perd à SummerSlam. J'attends de voir la suite pour lui, mais honnêtement ça sent le roussi, voilà. Alors j'ai noté le match 3 sur 10, voilà, opener très moyen, c'est l'un des pires matchs de John Cena depuis quelques années déjà, parce que John Cena nous avait habitués à beaucoup mieux. Baron Corbin, apparemment il y a des news qui disent qu'il va être remplacé par Bobby Roode en tant que heel majeur de SmackDown, donc je sais pas trop quoi en penser. Au passage le match a duré 10 minutes 15, voilà, je veux dire John Cena, Baron Corbin en même temps, c'était un match assez vide, voilà. Baron Corbin, son match, c'était à peu près 80% de coups de poing, coups de pied. On sentait que John Cena était là un peu pour faire le show en début de match, et Baron Corbin était très très frustré. Voilà, il criait un peu partout. J'ai hâte de voir la suite pour Baron Corbin, mais je me fais pas trop de faux espoirs. Et John Cena, apparemment, il aura une rivalité contre Samoa Joe. Donc j'ai envie de dire rivalité un peu sans grands intérêts, c'est une rivalité qui a été faite un peu à la va-vite et match un peu fait à la va-vite, même si 10 minutes 15 c'est quand même pas mal pour un opener. Donc rien de transcendant, victoire de John Cena, voilà, rien d'autre à dire dessus. On passe tout de suite au prochain match. Alors le second match de ce pay-per-view opposait la championne de SmackDown féminine Naomi face à Natalya. Alors qu'est-ce que j'ai noté pour ce pay-per-view ? Rien de transcendant aussi. Le match a duré 11 minutes 10, donc c'est quand même un peu mieux que l'opener. J'ai remarqué Natalya, nouvelle championne. Ça faisait 6 ans depuis 2011 qu'elle n'avait pas été championne. Elle le mérite énormément parce que Natalya est là est là quand même à la WWE depuis, ça commence à faire un bon bout de temps. Donc elle le mérite amplement, voilà, je suis très content pour elle. Naomi, j'ai pas été très en accord sur son règne, je veux dire, c'est exactement ce que Natalya avait dit en coulisses à Naomi. Elle a fait du titre de championne SmackDown qui était déjà pas énormément crédible, une sorte de jouet lumineux. Même si l'entraîne de Naomi est superbe, voilà, Natalya est nouvelle championne en heel, même si je suis pas super convaincu de Natalya en heel, notamment ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, Twitter, à chaque fois elle poste des photos, elle brise un peu trop son personnage, faudrait qu'elle soit un peu plus crédible en heel, sinon elle le mérite totalement, victoire de Natalya, et j'ai noté ce match 5 sur 10, voilà, donc hâte de voir la suite pour Natalya. Même si la division féminine de SmackDown commence un peu à tourner en rond. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, 11 minutes de match. Naomi abandonne sur un sharpshooter. On voyait que Natalya était très contente, voilà, rien d'autre à dire sur ce match, on passe tout de suite à la suite. Alors le troisième match, un match assez spécial car la stipulation était un short cage match, désolé pour l'accent anglais dégueulasse. Donc Enzo Amore était dans la short cage, c'était un match qui opposait Big Cass à Big Show, voilà le match des Big. On pouvait s'y attendre, un match pas forcément énorme parce que je veux dire, Big Show dans un ring quand même, c'est pas ouf, Big Show nous a jamais produit des 5-star matchs, et Big Cass est encore assez jeune, assez green comme on dit, il a pas encore le niveau pour accéder au main event, donc honnêtement c'est la fin, c'est clairement la fin pour Enzo Amore. Il y a des news qui disent, des rumeurs qui disent qu'il est absolument détesté par tout le monde dans les vestiaires. Big Cass, on sait pas trop quoi en faire. Donc match franchement rien de transcendant. Le match a duré, encore une fois, 10 minutes 30, 5 sur 10. Alors j'étais parti pour mettre un 4. Alors
Peut-être j'essaie d'être un peu plus sévère que la dernière fois. J'étais parti pour mettre un 4, mais quand même je mets la moyenne parce que le Shark Cage match, c'est pas des matchs qu'on a l'habitude de voir, donc sans stipulation ça aurait été un 3 ou un 4. Mais là, et puis en plus Enzo Amore qui sort de la Shark Cage, je suis le seul, je pense ne pas être le seul à détester Enzo Amore dans ce match. Il a fait que gueuler du haut de la Shark Cage, et quand il est descendu, il s'est pris un boot, un coup de pied dans la face. J'étais empli d'un sentiment de satisfaction énorme, je sais pas pourquoi. Enzo Amore se reconvertit à 205 Live, donc j'espère pas qu'il va regagner le titre Cruiserweight. Et puis voilà, Big Show qui sert un peu de push pour les jeunes. Big Cass qui gagne sur 2 Bigfoot de Big Show. Même s'il s'est pris un KO punch et un chokeslam, voilà, rien à dire, victoire de Big Cass. Et puis voilà, je sais pas trop ce que va devenir Big Cass, et puis Enzo Amore, ça sent vraiment le roussi pour lui, c'est comme Baron Corbin. Donc voilà, on va tout de suite passer au 4e match. Je n'ai absolument rien d'autre à dire sur ce match, mis à part une stipulation assez spéciale, il n'y a rien de ouf dans ce match. Alors on va aller très vite sur ce match, puisqu'il y a énormément de matchs à analyser. Alors c'était Randy Orton versus Rusev. Alors le match a duré 10 secondes. Alors ouais, 10 secondes. Pourquoi? Alors je vais vous dire ma note, vous allez me dire qu'est-ce qui fait 8 sur 10. Alors pourquoi 8 sur 10? Pourquoi j'ai pas mis 0 ou 1? Tout simplement parce que, je veux dire, ce match, entre guillemets, enfin, pas ce match, mais la rivalité a été faite à la va-vite. Donc déjà, j'enlève un point. Et aussi, le fait que Rusev soit mal utilisé, j'enlève aussi un point. Mais sinon, c'est bien fait, je veux dire, il y a énormément de matchs dans le pay-per-view, c'est un peu la pause pipi. Et puis Randy Orton, ça lui permet d'avoir une victoire à un pay-per-view, enfin, parce que je veux dire, depuis Jean Normal, il fait plus grand-chose Randy Orton. Donc apparemment, alors pourquoi j'ai pas mis 0, j'aurais mis 0 parce qu'apparemment c'est fait exprès, on va dire, c'est pas une punition pour Rusev, c'est fait exprès, car apparemment ça va mener à d'autres matchs, à une rivalité, et apparemment Rusev va quitter la WWE, donc on sait pas trop où est-ce qu'on en est. Peut-être que c'est pour la rivalité que Rusev va quitter la WWE, on sait pas trop pourquoi, mais pour l'instant dans le doute je mets un 8 parce que ça se trouve c'est pour une rivalité, et puis Randy Orton avait besoin, voilà. Donc c'est rapide, et puis même il y a une bagarre dans mon match, donc quand même ça va. Donc honnêtement je trouve que Rusev mérite largement mieux, donc j'ai enlevé un point. Et puis la rivalité faite en 1-2 semaines, j'ai enlevé un autre point. Voilà, 8 sur 10, on va pas passer super longtemps dans ce match. Victoire de Randy Orton sur un RKO, bon voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, c'est tout ce qu'on veut. Bref, on passe au prochain match. Prochain match pour le titre de Women's de Raw, voilà, un titre un peu plus, entre guillemets, un peu plus crédible que celui de SmackDown. Alors, un match qui opposait Sasha Banks à Alexa Bliss. De base, on devait avoir Bayley, sauf que Bayley a été blessée par Nia Jax, bref, vous connaissez l'histoire. Le match a duré 13 minutes 10, c'est très bien pour les matchs de Women's quand même, c'est à noter. Victoire de Sasha Banks, bon. Alexa Bliss a tap out, hein, elle a tapé, donc elle a abandonné. Match assez cool à regarder, enfin je me suis pas vraiment ennuyée dans ce match là. Alexa Bliss qui joue bien son personnage, puis voilà, donc j'ai attribué la note de 6 sur 10. 6 sur 10 c'est l'équivalent de 12 sur 20, donc ça va, je me dis faut quand même que ce soit un peu plus haut que la moyenne, parce que bon, c'était pas moyen à regarder, mais c'était pas ultra ouf. Donc voilà, je mets la note de 6 sur 10, victoire de Sasha Banks, parce qu'on a une nouvelle championne. On a énormément de nouveaux champions dans ce pay-per-view. Nouvelle championne Sasha Banks. Voilà, bon, j'espère que ça va pas devenir redondant encore, hein. J'aimerais bien voir Nia Jax avoir un match avoir un match pour le titre, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis aussi 6 sur 10 pour le temps du match, 13 minutes, c'est quand même pas mal. Et c'est 3 minutes de plus que le match qu'on va tout de suite analyser. Donc c'est parti pour le prochain match. Alors le prochain match, c'est une sorte de dream match qu'on attend depuis au moins 2 ans. Alors voilà, c'est une sorte de dream match Finn Balor contre Bray Wyatt, et je vous avoue que j'ai été quand même assez déçu de ce match. Voilà, je vais mettre un peu plus de temps à analyser ce match. Alors, on a deux superstars qui sont dans un vide, mais total, je veux dire Bray Wyatt. Même si j'adore Bray Wyatt, c'est pas le meilleur match qu'il nous ait donné. Je veux dire, Bray Wyatt a fait mais tellement mieux dans sa carrière. Et Finn Balor, pareil, je veux dire, Finn Balor, ça devient quand même assez redondant. J'en suis même à compter, lors de ces matchs, je compte même le nombre de dropkicks qu'il nous fait, c'est impressionnant. Finn Balor, finalement, son moveset est quand même assez limité. Je trouve ça quand même assez regrettable, parce que Finn Balor, je vais pas dire qu'il est surcoté, mais quand même, on est à une limite. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à en avoir un peu marre de Finn Balor.
Puis Bray Wyatt, bon, son personnage commence à devenir assez redondant. Bray Wyatt, ça fait à peu près 6 mois qu'il nous a rien fait depuis qu'il est champion WWE, un règne désastreux, des matchs contre Seth Rollins sans aucun intérêt, enfin bref. C'est clairement un match, c'est pas un match qu'on nous a mis parce que c'était un dream match de ouf, c'est juste un match qu'on nous a mis parce que c'est tout finalement, c'est tout ce qu'on... on pouvait que les mettre là. Donc finalement c'est une sorte de dream match qui a été un peu gâché. Victoire de Finn Balor, le match a duré 10 minutes 40 et j'ai donné une note de 6 sur 10, donc la même note que pour le match féminin que je viens d'analyser. Donc ouais, 6 sur 10. Quand même, c'est... Enfin, je veux dire, ces deux gars-là nous ont habitués à beaucoup mieux, mais ça va, franchement, ça va. Faudrait aussi changer le finisher de Finn Balor, là, faudrait faire quelque chose. Voilà, 6 sur 10. J'espère avoir du mieux, et on va avoir du beaucoup mieux pour le match que je vais tout de suite analyser. C'est parti. Alors, ce match, il est absolument sublime. Alors, le match opposait Sheamus et Cesaro, donc Cesaro, à Seth Rollins et Dean Ambrose, donc Ambrolins, voilà, c'est comme ça qu'on va les appeler. Alors, victoire de Seth Rollins et Dean Ambrose, ça fait extrêmement plaisir. Et déjà, on va donner le temps du match, 18 minutes 35, c'est l'un des matchs les plus longs du pay-per-view. Je crois le deuxième plus long match du pay-per-view si on compte pas le pre-show. Pendant ce pay-per-view-là, les matchs tag team, donc on a aussi eu Uso contre New Day dans le pre-show, mais ça, j'ai pas regardé, mais j'ai juste vu le temps sur Wikipédia. Bref, la WWE s'applique de plus en plus dans les matchs tag team, ça fait extrêmement plaisir à voir, parce qu'il y a quelques années, les matchs tag team, c'était histoire de 5 minutes. Voilà, on a des gars qui sont absolument talentueux, je veux dire Seth Rollins, Dean Ambrose. Et là, Dean Ambrose et Seth Rollins, ils ont trouvé leur place, il fallait attendre, mais ils ont trouvé leur place en tant que tag team. Une partie du Shield qui s'est réunifiée, ça fait extrêmement plaisir. Et puis j'ai adoré le match, enfin, je veux dire Cesaro qui attrape la Beach Ball, le finish du match en Hurricane Rana avec Cesaro, enfin... Tout est magnifique dans ce match. J'ai aussi le Brogue Kick dans la face de Dean Ambrose dès le début du match, ça annonce la couleur, ça va taper dur. Voilà, j'ai adoré le match et c'est pour ça que je lui ai donné 10 sur 10. C'est vraiment, ce match-là, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, 18 minutes, je peux pas tout me rappeler en 18 minutes, j'ai absolument rien noté sur ce match. Mais voilà, j'ai tellement aimé ce match que j'ai pratiquement rien noté dessus. Donc voilà, 10 sur 10, je pense que c'est largement mérité. J'ai adoré ce match, l'un des meilleurs matchs tag team de 2017. Et puis voilà, c'est magnifique. Seth Rollins et Dean Ambrose, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Apparemment, il y a une rivalité contre les Hardys qui va s'enchaîner. Et Sheamus et Cesaro, il y a toujours un espoir qu'ils reviennent, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, Cesaro est de plus en plus charismatique et Sheamus a enfin trouvé sa place. Bref, un match épique à voir, à revoir dans peut-être quelques mois, quelques années, un match à revoir. C'est un match référence pour Sheamus et Cesaro et pour Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc on peut dire un des meilleurs matchs du Shield, peut-être, on peut le dire. Voilà, donc 10 sur 10, 18 minutes 35. Victoire de Seth Rollins et Dean Ambrose. On passe tout de suite au prochain match. Alors, le match suivant opposait AJ Styles à Kevin Owens, c'était un match pour le titre des États-Unis. Alors, le match a duré 17 minutes 20, c'est très très bon pour un match de titre des États-Unis, c'est très bon, voilà, le titre des États-Unis qui devient de mieux en mieux. Un des meilleurs matchs que le roster de SmackDown a pu proposer. Voilà, un match avec un arbitre spécial Shane McMahon, ça donne une espèce d'intérêt à ce match, parce que ce match-là, s'il n'y avait pas eu Shane McMahon, j'aurais direct descendu la note. D'ailleurs, la note, je vais tout de suite vous la donner, 7 sur 20. Alors voilà, on a eu des bons moves, bon, c'est pas ultra ouf, je veux dire, fallait terminer la rivalité, voilà, je pense que c'est un bon moyen de terminer la rivalité, parce que la rivalité traîne depuis assez longtemps quand même, depuis... après Backlash quand même, donc ça fait depuis le début du mois de mai. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Quand même, je suis un peu légèrement déçu parce que AJ Styles et Kevin Owens, quand même, c'est deux mecs qui ont un talent énorme. Et pour moi, ils avaient le potentiel de nous donner un match 9 sur 10 au moins. Et là, on se retrouve avec un 7 sur 10. On va pas cracher dans la cracher dans la soupe quand même, mais je m'attendais à un peu mieux de ces deux gars-là, surtout que c'était SummerSlam, alors fallait tout donner. Bon, ils ont tout donné, mais voilà, 7 sur 10. Bon, il y a des Dream Match qui
qui prennent pas forcément vie comme on les veut. Donc voilà, 7 sur 10 pour ce match, 17 minutes 20 quand même. Alors au début j'étais parti pour mettre 6, sauf que quand j'ai vu le temps du match, je me suis dit quand même 17 minutes, c'est un match quand même assez fourni. 17 minutes pour le titre des États-Unis en plus, donc ça va. Victoire de AJ Styles qui conserve. Et puis voilà, rien d'autre à dire sur ce match. On passe tout de suite au match pour le titre WWE. Le match pour le titre WWE opposait le champion Jinder Mahal à Shinsuke Nakamura. Alors. Tout d'abord, le match a duré 11 minutes 25. Bah voilà, bon, 11 minutes 25 pour un match du WWE, c'est quand même un peu léger. Voilà, j'ai donné la note de ce match 6 sur 10, victoire de Jinder Mahal. Alors pourquoi 6 sur 10 ? Tout simplement parce que j'étais assez déçu. Il y a beaucoup de matchs 6 sur 10. Au début, j'étais parti pour mettre la moyenne, c'est-à-dire 5. Je dis quand même, Shinsuke Nakamura, il y a eu quand même, on va pas cracher dans la soupe, il y a eu 2-3 bons trucs, mais franchement, pour un match WWE, c'est léger, quoi, c'est très léger. Jinder Mahal qui conserve son statut de heel majeur au sein de SmackDown. Je m'attendais à mieux, je veux dire, voilà quoi, Shinsuke Nakamura, ça fait depuis qu'il est venu à la WWE qu'il ne produit absolument rien de très bon, je veux dire. Son match contre Baron Corbin était à vomir, là son match est léger, je vais pas dire moyen, je vais dire léger, c'est-à-dire que ça passe mais vraiment de justesse quoi, c'est pour ça que j'ai mis 6. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, victoire de Jinder Mahal avec l'intervention des Singh Brothers. Bon, bah voilà, hein, les Singh Brothers qui sont toujours là pour faire en sorte que Jinder Mahal gagne toujours. Et puis j'ai remarqué que les commentateurs essayaient de vendre Jinder Mahal, comme s'il n'était pas vraiment légitime, comme si ils essayaient de le vendre un peu du style oui, Jinder Mahal est champion depuis quelques temps et tout, il est super fort. Je sais pas trop quoi penser de ce match, j'espère que Shinsuke Nakamura va se rattraper parce que là, quand tu vois ce que Shinsuke Nakamura était capable de faire à NXT et que tu vois ce qu'il fait à la WWE, c'est désastreux. Bon après voilà, rien d'autre à dire sur ce match, un match oubliable, passable, c'est tout. On passe tout de suite au main event. Alors le main event, alors voilà, c'était un Fatal 4-Way, qui opposait le champion Brock Lesnar à Samoa Joe, à Roman Reigns, à Braun Strowman. Alors déjà que l'affiche, t'as envie de voir le match, dès que tu vois l'affiche, t'as envie de directement voir le match, aller dans le futur carrément. Donc ce match a duré 20 minutes 45, 20 minutes de match quand même, c'est énorme, enfin je veux dire, je vois énormément de critiques sur Brock Lesnar, surtout à l'époque 2014, mais Brock Lesnar, quand tu lui donnes des bons matchs, des bons adversaires, il te fait des trucs, mais de malade. Je pense que SummerSlam, c'est vraiment le show de Brock Lesnar. SummerSlam 2013, SummerSlam 2013, CM Punk, SummerSlam 2012, Triple H, SummerSlam 2003, Kurt Angle, SummerSlam 2002, The Rock, enfin je veux dire, tous ces matchs-là sont des classiques de SummerSlam, et il y a Brock Lesnar dans l'affiche, voilà, donc 10 sur 10 ce match, voilà, aussi, voilà, on a 2 10 sur 10, un pour le titre Tag Team et un pour le titre WWE, comme par hasard, ce sont des matchs d'Euro, voilà, on va peut-être se ressaisir chez SmackDown Live. Victoire de Brock Lesnar, mais honnêtement, ce match m'a fait kiffer, mais genre du début à la fin, dès le début ça part, vous voyez, dès le début t'as des cassages de gueule, t'as Braun Strowman qui balance les chaises carrément, t'as Reigns qui fait des spires dans les barricades, t'as Braun Strowman qui a tout cassé la baraque, Braun Strowman qui littéralement prend la table des commentateurs et la pousse sur Brock Lesnar, t'as Paul Heyman qui implore Braun Strowman d'arrêter. J'ai vraiment adoré ce match du début à la fin. Tout le monde a eu son petit rôle à jouer. Braun Strowman, Braun Strowman qui a été vraiment le gars du show, quoi. Carrément, ce match a volé le show et Braun Strowman a été le gars du match, quoi. Donc voilà, on se dirige vers Braun Strowman, Brock Lesnar, No Mercy. Je peux vous dire que ce match-là va vendre. Après, est-ce que faudrait peut-être voir, parce que Braun Strowman en 1v1 contre Lesnar, on sait pas trop ce que ça pourrait donner, faudrait peut-être mettre une stipulation. Mais là, franchement, le Fatal 4-Way a été très bien fait. Samoa Joe qui a eu son mot à dire
Quoique, on l'a pas trop vu dans le match, mais Samoa Joe qui a eu son mot à dire. Et puis Roman Reigns qui prend le pin, qui prend le tombé, j'ai adoré, voilà. On a aussi les tables des commentateurs les 3 tables de commentateurs, ils sont passés, hein, voilà. Voilà, ça a été brutal, ça a été un match très très physique. Et Brock Lesnar, on sent qu'il était à bout, hein. À la fin du match, il était, oh là là, quand même, Lesnar, il était, comme l'avait dit Michael Cole, il était désespéré. Brock Lesnar qui, par exemple, sautait sur Braun Strowman, par exemple, qui faisait le pin sur Samoa Joe. Enfin bref, j'ai adoré ce match. Braun Strowman-Lesnar, c'est un très bon moyen de nous vendre Strowman-Lesnar pour nos merci. Voilà, donc 10 sur 10, 20 minutes de match, victoire de Lesnar, 10 sur 10. Très bien, donc voilà. Maintenant, on va passer au point positif et au point négatif du show. Et puis après, on va passer à la conclusion et ce sera fini. Alors, les points positifs. Le point positif, alors on va passer au point positif, point négatif. Le premier point positif que je relève, c'est le Fatal 4-Way qui envoie du lourd, comme je viens de le dire. C'est vraiment le match à retenir du show avec le titre, avec le match tag team, tout simplement. Je pense c'est un match qui va devenir référence, faut juste attendre un peu, mais c'est vraiment le match, peut-être l'un des meilleurs matchs de Lesnar, hein, peut-être dans le top 5, top 10, certainement. Voilà, le Fatal 4-Way qui envoie du lourd, le match tag team excellent, l'un des meilleurs matchs tag team, pas de tous les temps, mais peut-être des 10 dernières années, il y a au moins dans le top 20, top 10, voilà. Seth Rollins et Dean Ambrose, quand vous les mettez ensemble, ils cassent la baraque et ils volent le show. Et le match pour le titre US qui a quand même duré 17 minutes pour un titre soi-disant mineur, c'est quand même très bien avec une stipulation d'arbitre spécial. Peut-être qu'on va avoir Shane McMahon versus Kevin Owens au Survivor Series, il y a des news. Donc voilà les 3 points positifs, le Fatal 4-Way, le match tag team et le match pour les titres des États-Unis. Les points négatifs, alors l'opener Cena contre Corbin qui était très moyen, je m'attendais à mieux de la part de John Cena, voilà. Match qui a duré 10 minutes, c'était franchement 10 minutes assez vide. Sur 10 minutes, il y a quoi, 2 minutes à retenir. Baron Corbin qui se fait avoir au bout de un seul attitude adjustment, alors que de base l'attitude adjustment on s'en relève assez simplement, enfin bref. Deuxième point négatif, Baylor contre Wyatt décevant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas cracher dans la soupe, mais Baylor contre Wyatt, on s'attendait quand même à mieux, c'est une sorte de dream match qu'on attendait depuis au moins 2 ans. Donc voilà, bon, on s'attendait quand même à mieux, un match de 10 minutes, on sent que ça a été un peu, pas bâclé, mais un peu genre, allez hop là, on vous donne votre dream match, et puis voilà quoi. Donc assez déçu du Baylor contre Wyatt, et le champion intercontinental en pre-show quand même. Voilà, 3ème point négatif, le champion intercontinental en pre-show. Non mais sérieusement, The Miz, le champion intercontinental, qui se retrouve en pré-show devant absolument personne. Je veux dire, il y avait absolument personne dans l'arène, il y avait rien quoi. Il catchait dans le vide. Je veux dire, le champion intercontinental, même le titre intercontinental, mérite beaucoup mieux. Alors je sais que oui, il y a beaucoup de matchs, du coup, faut faire des compromis, pardon. Mais je vous rappelle juste qu'en 1992, le titre intercontinental était dans le main event et que 25 ans plus tard, il est dans le pré-show. Le pré-show qui est disponible gratuitement sur YouTube. C'est genre le tour de chauffe, quoi. L'avant pay-per-view, un peu genre, bon voilà, on donne des matchs comme ça. Donc je suis quand même assez déçu de voir The Miz en pré-show, surtout voir les prestations au niveau du micro du Miz, c'est quand même assez décevant. Donc voilà, on a fini pour les points positifs, le point négatif, l'analyse du pay-per-view et touche à sa fin. Donc on va pas rester comme ça, on va donner la note du pay-per-view. Alors vous êtes parti, pay-per-view, alors comme le dit la page Wikipédia tout simplement, SummerSlam 2017 reçoit un bilan assez mitigé, il y a du bon, du très bon, du moyen, du nul carrément, donc bon. Donc voilà, ma note du pay-per-view s'élève à, attention, roulement de tambour, 6,6 sur 10. Ouais, donc ça nous donne à peu près la note de 13,2 sur 20, 6,6 sur 10. Je vous rappelle que WrestleMania 33 était à 7,6 sur 10, donc un point de plus pour WrestleMania 33. Voilà, il y a du très bon, le main event, le main event, le Tic Tac Team, du bon.
comme le match de titre des États-Unis, et du mauvais comme Cena Corbin, puis du moyen comme le match Alexa Bliss, Sasha Banks ou Baylor Wyatt. Donc voilà, pay-per-view un peu en demi-teinte. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas été non plus ultra satisfait. Pour moi, ce qui est à retenir du pay-per-view, c'est le main event et le titre, et le match pour le titre tag team tout simplement. Donc voilà, j'ai été déçu par certains matchs et surpris par d'autres. 2 matchs très bons, le reste assez moyen. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour cette analyse. On se retrouve tout simplement pour les Survivor Series 2017. L'analyse des Survivor Series 2017 et puis on reprend le rythme normal avec les vidéos Supercard et un nouveau concept qui arrive qui va remplacer le défouloir. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à plus.